Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième webinaire. Aujourd'hui on va parler de deux sujets qui sont selon moi incontournables si vous souhaitez arrêter de naviguer à vue, les leading indicators et les banques centrales. Dans une deuxième partie, on parlera des cryptoactifs. Surtout, on va relier les deux pour comprendre comment fonctionne la machine économique. Parce que les marchés ne bougent pas au hasard, ils bougent en fonction d'anticipation, de liquidité, de cycle et de politique monétaire. Et quand vous comprenez tout ça, vous arrêtez de subir l'actualité. Vous commencez à la décoder. Je vais vous demander quelque chose dès le début. Essayez de ne pas écouter ce webinaire comme une suite d'informations. Écoutez-le comme une logique, comme un système. À chaque fois qu'on évoquera un indicateur ou une décision, la question sera qu'est-ce que ça change dans le système ? Qu'est-ce que ça implique pour la suite ? Le plan est simple. Donc d'abord, on va clarifier une idée qui est fondamentale. Les marchés anticipent. Ensuite, on va voir ce que sont les leading indicators et comment les lire correctement. Puis, on va plonger dans un chapitre crucial et souvent mal compris, la courbe des taux, son fonctionnement et pourquoi elle est un indicateur avancé puissant. Ensuite, on va voir les banques centrales, les objectifs, les outils, surtout les mécanismes de transmission. Enfin, on va relier tout ça dans une grille de lecture actionnable. Comment interpréter l'environnement macro et comment ajuster une stratégie d'investissement. Alors, pourquoi les marchés anticipent ? Commençons par quelque chose de très important. Les marchés financiers ne réagissent pas uniquement aux faits présents, ils pricent des scénarios futurs. Quand vous voyez un indice monter, ce n'est pas forcément parce que l'économie va bien. C'est souvent parce que le marché estime que l'économie ira mieux demain, ou que les conditions financières vont s'améliorer, ou que les bénéfices futurs seront plus élevés que prévu. Inversement, quand le marché baisse, ce n'est pas forcément parce que tout va mal maintenant. C'est parfois parce que le marché anticipe que quelque chose va se dégrader, qu'il peut chuter. Donc le marché est une machine à probabilité. Il essaye en permanence d'estimer quel est le scénario le plus probable à 6-12 mois et quel est le prix juste si ce scénario se matérialise. C'est pour ça que beaucoup de gens sont surpris. Ils voient de mauvaises nouvelles et un marché qui monte. Ou ils voient de bonnes nouvelles et un marché qui baisse. Mais quand on comprend l'anticipation, ça devient plus logique. Exemple simple, si tout le monde s'attend à une inflation élevée et que l'inflation sort moins élevée que prévu, c'est une bonne surprise. Même si l'inflation reste élevée. Les marchés réagissent à la surprise, pas au niveau, au chiffre absolu. Donc première règle, vous devez raisonner en termes d'écart entre attendu et réel, et en termes de trajectoire, pas juste en termes de chiffres. C'est exactement pour ça que les leading indicators existent. Donc un leading indicator, c'est un indicateur avancé. Il donne des signaux sur la direction future de l'activité économique. Pour bien cadrer, il y a 3 grandes familles d'indicateurs. Les indicateurs retardés, les lagging, que nous avons vus dans les précédents webinaires, ils confirment ce qui s'est déjà produit, typiquement le chômage. Quand le chômage monte fortement, la récession est souvent déjà installée. On a les indicateurs coïncidents. Ils décrivent l'état présent, la production industrielle, certains chiffres de vente, etc. Les indicateurs avancés, eux, ils bougent avant les retournements. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont précieux parce que le marché lui-même est orienté vers le futur. Alors pourquoi c'est important ? Parce que si vous voulez investir, vous devez vous intéresser aux phases du cycle, pas à l'état photographique du moment. Alors, un investisseur qui veut être stratégique cherche à répondre à ces questions. Est-ce qu'on est plutôt en accélération ou en ralentissement ? Est-ce qu'on est proche d'un pic ou d'un creux ? Est-ce que la politique monétaire va se durcir ou s'assouplir ? Est-ce que les conditions financières vont devenir plus favorables ou au contraire plus contraignantes ? Les leading indicators servent à ça. Détecter les points d'inflexion. Maintenant, passons aux principaux. On va voir d'abord les PMI. Alors, les PMI, c'est la voix des entreprises avant les statistiques officielles. PMI, c'est pour Purchasing Managers Index, et ce sont des enquêtes qui sont réalisées auprès des directeurs d'achat. On leur demande comment évoluent les commandes, la production, l'emploi, les délais de livraison, les stocks. Alors, pourquoi les directeurs d'achat ? Parce qu'ils sont connectés au réel. Ils voient les flux de commandes avant que les chiffres macro ne sortent. Il faut comprendre que le PMI est calibré autour de 50.
Donc au-dessus de 50, on va parler d'expansion. En dessous de 50, on parle de contraction. Mais le plus important, je pense que vous l'avez compris, c'est pas le 50. C'est la direction. Un PMI qui monte de 45 à 48 signifie que la contraction ralentit. Et parfois, c'est exactement à ce moment-là que les marchés commencent à se repositionner. Pourquoi ? Parce qu'un marché attend le futur. Si l'économie est en train d'arrêter de se dégrader, même si elle est encore mauvaise, le futur est déjà un peu meilleur. Donc le deuxième leading indicators va concerner la confiance des consommateurs. Parce que l'économie, c'est aussi une histoire de psychologie. Donc la consommation est un pilier majeur de l'économie. Et la consommation dépend fortement du sentiment de sécurité. Parce que quand les ménages se sentent en sécurité, ils dépensent. Quand ils ont peur, ils épargnent. La confiance est souvent un indicateur avancé parce qu'elle se détériore avant que les dépenses ne chutent réellement. Quand l'anxiété monte, les comportements changent avant les statistiques. C'est là qu'on voit une règle macro importante. Les cycles économiques sont aussi des cycles de confiance. Le réel et la psychologie la nourrissent. Ensuite, on va voir les permis de construire et l'immobilier. Alors ça, c'est le secteur cyclique par excellence. L'immobilier réagit fortement au taux d'intérêt et à la confiance. Quand les taux baissent, l'accès au crédit s'améliore, l'activité immobilière repart. Quand les taux montent, l'immobilier ralentit souvent. Les permis de construire sont donc intéressants parce qu'ils traduisent une intention. On ne va pas demander un permis si on ne pense pas qu'il y aura une demande future, si on n'envisage pas de construire. Donc une hausse des permis peut être un signal de reprise future et une baisse du permis de construire, un signal de ralentissement. Maintenant, on va parler de la courbe des taux. Donc c'est un sujet qui est assez central. Qu'est-ce que la courbe des taux ? C'est simplement la représentation des rendements des obligations d'État en fonction de leur maturité. Alors prenons un exemple simple avec un pays comme les États-Unis. Vous pouvez prêter à l'État via des obligations appelées treasuries sur différentes durées, différentes maturités. 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, etc. Chaque maturité va avoir un rendement. Si on met ces rendements sur un graphique, on obtient ici une courbe. La courbe vous dit, pour prêter à l'État sur X années, le taux exigé aujourd'hui par le marché est de temps. Voilà. Donc, pourquoi la courbe est normalement ascendante ? En temps normal, les taux longs sont plus élevés que les taux courts. Simplement parce que prêter plus longtemps comporte plus de risques et d'incertitudes. Sur 10 ans, on ne sait pas où sera l'inflation, où seront les taux directeurs, quelle sera la croissance, si une crise surgira. Donc le marché exige une compensation qu'on va appeler une prime de terme. Autrement dit, c'est un taux long. Un taux long, c'est généralement, un taux de longue durée, ça va être des taux courts, anticipés dans le futur, plus cette prime de terme. Donc la logique économique est la suivante. Une courbe qui est normale signifie le marché exige plus pour prêter plus longtemps. Alors, qui influence quoi ? Les taux courts sont fortement influencés par la banque centrale, car ils sont proches du taux directeur. Les taux longs sont davantage influencés par les anticipations du marché, anticipation de croissance, d'inflation, de politique monétaire future. Ça veut dire que la courbe des taux est une conversation entre la politique monétaire actuelle et les anticipations de long terme. Alors, l'inversion, quand cette courbe des taux elle s'inverse, qu'est-ce que ça veut dire ? Une inversion, c'est quand les taux courts deviennent plus élevés que les taux longs. Exemple, le taux à 2 ans est de 5%, le taux à 10 ans est de 4%. Ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a vu juste avant. Voilà. On n'est pas ascendant, on est descendant, mais ça, on va y revenir. Alors, c'est ce que je dis, la courbe devient descendante. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça signifie que le marché s'attend à ce que les taux baissent dans le futur. Alors pourquoi les taux baisseraient-ils ? Parce que l'économie ralentirait suffisamment pour que la Banque centrale soit obligée d'assouplir sa politique monétaire. Donc une inversion est souvent le reflet d'un scénario. On est restrictif maintenant, mais on ne pourra pas rester restrictif
car ça va casser la croissance. Voilà. Donc ici, dès qu'on est au-dessus de 0, ça indique effectivement des périodes où les taux courts étaient plus rémunérateurs que les taux longs. Et en gris, comme ça, vous avez finalement les récessions. Donc on peut voir généralement que à partir du moment où les taux courts ont excédé les taux longs, on a une récession qui a suivi. Ça a presque toujours été le cas. Donc c'est un bon... voilà, c'est des récurrences qui peuvent être utiles à utiliser, même s'il faudra ajouter cette pattern, cette récurrence, la courbe des taux, à d'autres indicateurs, comme les PMI, etc. Mais je crois que je vous en parle juste après. Donc, pourquoi est-ce que l'inversion est donc liée aux récessions, comme je vous montrais ? Historiquement, une inversion a souvent précédé des récessions. Mais attention, elle ne cause pas forcément la récession. Elle signale simplement un environnement où la probabilité de récession augmente. Il y a plusieurs mécanismes. Le premier, c'est quand la banque centrale monte les taux. Elle va resserrer les conditions financières. Le crédit est plus cher, la consommation et l'investissement ralentissent. Le deuxième mécanisme, c'est que l'inversion peut rendre moins rentable le modèle des banques, qui empruntent court et prêtent long. Si les marges se compressent, elles peuvent réduire l'offre de crédit. Moins de crédit égale moins d'activité. Et enfin, le troisième mécanisme, c'est que l'inversion reflète des anticipations pessimistes. Les entreprises et ménages peuvent devenir plus prudents et ça va accentuer en fait le ralentissement. Donc, la courbe des taux est à la fois un signal de marché et un canal économique. Donc quel spread regarder ? Souvent on va regarder des écarts qu'on appelle spread, donc le 10 ans et le 2 ans, le 10 ans et le 3 mois. Voilà, c'est généralement ce qu'on va utiliser. Pourquoi ? Parce que ce sont des résumés. Quand le spread devient négatif, la courbe est inversée sur cette zone. Et plus l'inversion est profonde et durable, plus le signal est fort. C'est ce qu'on a vu ici. Plus c'est profond, plus le signal est fort. Plus c'est léger, moins le signal est fort. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas de la magie, on cherche de la cohérence. Donc, comment l'utiliser intelligemment, sans tomber dans le piège de ça se inverse, donc ci ou donc ça. Voilà, les conclusions rapides, on évite. Donc, le piège classique, c'est de traiter la courbe comme un bouton achat-vente. Ça ne fonctionne pas comme ça. La courbe vous dit simplement attention au régime macro. Elle vous aide à comprendre si la politique monétaire est restrictive, si le marché anticipe une baisse future des taux et si le risque de ralentissement augmente. Vous devez donc la combiner avec d'autres signaux comme le PMI, l'inflation, le crédit, l'emploi, les bénéfices qu'on a vu précédemment. C'est un outil de diagnostic, pas une boule de cristal. Donc maintenant on va parler un peu des banques centrales, leurs objectifs, les outils, transmission. Donc une banque centrale a généralement pour objectif principal la stabilité des prix. Il y a certaines banques centrales qui vont avoir un mandat de plein emploi. Voilà. Donc elles vont cumuler 2 mandats. Son outil principal, c'est le taux directeur. Quand l'inflation est trop haute, elle va monter les taux. Quand l'économie ralentit trop, elle va baisser les taux. Mais il faut comprendre un point, c'est qu'une banque centrale n'agit pas directement sur l'économie réelle. Elle agit sur les conditions financières. Et ces conditions financières se transmettent ensuite à l'économie. Donc on a différents canaux de transmission monétaire. Le premier, ça va être le crédit, parce que des taux plus élevés rendent les prêts plus chers, immobilier, entreprise, consommation, etc. Surtout qu'on a des prêts à taux variable aux États-Unis, donc ça va impacter davantage ces secteurs-là. On va avoir comme deuxième canal la valeur des actifs, parce que quand les taux montent, la valorisation des actifs peut baisser, comme l'action ou l'immobilier. Donc ça va réduire l'effet de richesse et ça peut freiner la demande. Enfin, on va avoir, avant-dernier, on va avoir le troisième canal qui est le taux de change. Des taux plus élevés attirent des capitaux, ça renforce la devise et ça peut peser sur les exportations. Enfin, quatrième canal, les anticipations. La communication de la banque centrale influence ce que les entreprises et ménages pensent du futur. Donc la banque centrale agit beaucoup finalement sur la psychologie du système. Alors maintenant, on va relier le tout.
on va relier les indicateurs avancés, la courbe des taux et les banques centrales. Les indicateurs vous disent où nous étions, où nous sommes et où va l'activité. L'inflation, elle, vous dit si l'économie surchauffe. La courbe des taux vous dit ce que le marché pense de la trajectoire monétaire future. La Banque centrale, elle, ajuste sa politique selon son mandat. Et les marchés ajustent les prix selon l'écart entre ce qui était anticipé et ce qui se produit. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la machine, du coup, la machine économique, voilà, le fonctionnement des marchés. Donc, une application concrète, une méthode simple pour décider. On va vous donner une méthode très simple. Chaque mois, chaque trimestre, chaque 6 mois, ça dépend de votre façon d'investir. Quelqu'un qui sera plus sur de l'investissement actif aura tendance à regarder ça tous les mois. Si c'est plus du passif, je dirais que plus trimestriellement ou semestriellement. Voilà, ça peut donner des indications qui peuvent être précieuses. Donc chaque mois, vous pouvez regarder d'abord tout ce qui va toucher à la croissance, PIB, emploi, chômage, PMI, production, consommation, etc. En 2, l'inflation. En 3, les politiques monétaires. Enfin, la courbe des taux. Et dernièrement, les conditions financières. Crédit, volatilité, dollars, spread de crédit. Une fois que c'est fait, vous pouvez répondre à 3 questions. Est-ce que la croissance accélère ou au contraire, est-ce qu'elle ralentit ? Est-ce que l'inflation accélère ou ralentit ? Et est-ce que la Banque centrale est restrictive, on parle de sa politique monétaire, ou accommodante ? Avec ça, vous avez une idée du régime macro dans lequel on se situe, dans lequel on se dirige. Et dans un prochain webinaire, on va utiliser toutes ces connaissances avec des applications concrètes pour que vous puissiez avoir un exemple et une structure d'analyse clairement. Donc, comprendre l'économie, c'est pas devenir devin, c'est juste réduire l'incertitude et augmenter la cohérence. Que ce soit à la fois pour garder une bonne psychologie d'investisseur, mais aussi des actions cohérentes. C'est un système de pensée auto-renforçant. Donc les marchés anticipent, les leading indicators signalent, la courbe des taux synthétise les anticipations, la banque centrale influence les conditions financières, et tout ça dessine des régimes. Si vous comprenez le régime, vous investissez avec une boussole. Et si vous investissez avec une boussole, vous faites moins d'erreurs émotionnelles. Donc maintenant que ça c'est fait, on va parler des crypto-monnaies, donc s'attaquer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc récemment, on a vu les crypto-monnaies, plus précisément le Bitcoin, chuter de plusieurs dizaines de pourcents. C'est un sujet très actuel qu'on va donc traiter aujourd'hui. Pour être honnête, il s'agit d'une classe d'actifs que nous n'apprécions pas vraiment. Les acteurs qui y interviennent sont majoritairement des particuliers ayant un FOMO, soit la peur de rater une opportunité, disons, très importante. Ce qui fait des crypto-monnaies un actif très émotionnel, très volatile, mais aussi très prévisible pour qui sait où regarder. On entend régulièrement tout et son contraire. De Michael Saylor ou encore Éric Larchevêque qui font des pronostics, puisque là c'est de ça qu'il s'agit, qui sont complètement débiles. Bitcoin à 1 million, Bitcoin à 100 millions, etc. Tout ça est poussé par des conflits d'intérêts énormes que nous avons déjà évoqués dans une vidéo concernant MSTR, l'entreprise de Michael Saylor. On vous mettra le lien en description. La majorité des particuliers se ruent sur cette classe d'actifs dans l'espoir de gains rapides et fulgurants. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre eux ne gagnent pas ou très peu d'argent, car ils sont beaucoup trop émotionnels pour prendre des décisions éclairées. Nous allons donc vous aider en mettant les choses au clair. À l'issue de cette partie, vous ferez partie des rares qui comprennent vraiment cette classe d'actifs. Mais juste avant, commençons brièvement par nos performances récentes sur ce marché. Alors, lors du précédent bull run, notre compréhension de Bitcoin et du marché crypto nous a permis d'entrer à un prix de 21 000 $, pour sortir l'an dernier à 122 000 $, soit 3% seulement avant la TH. Ce placement, qui représente bien sûr une faible allocation, une faible allocation de notre portefeuille, nous a permis de réaliser près de 480% sur Bitcoin. Bien sûr, on a également acheté certains altcoins qui nous ont permis de réaliser davantage de gains, comme Solana qu'on a acheté à 10 $ et revendu à 260. On a réalisé presque 1300% de profit. Alors récemment, dans le serveur Discord, on a partagé à nos membres une opportunité de shorter le Bitcoin, c'est-à-dire de parier, voilà, pour utiliser ce terme-là, sur une baisse de l'actif avec en plus un effet de levier x2.
Donc c'est un placement qui a ramené 150% en 98 jours. Alors comment est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est des génies? Eh ben non. On a simplement compris, grâce à notre expertise, ce que 99% des particuliers, et même professionnels, ignorent. C'est exactement ce qu'on va vous partager maintenant. Alors, avant, il faut comprendre comment tout cela a réellement commencé. La hype des crypto-monnaies a débuté dès 2017, lorsque le Bitcoin a atteint pour la première fois les 20 000 $, puis presque 70 000 $ en 2021, avec, souvenez-vous, les idioties liées aux NFT, au métaverse, etc. Une idiotie qui a eu raison même des plus grands, avec Facebook, qui s'est renommé Meta. Voilà, pour prendre un exemple très connu. Donc, à cette époque, tous les éléments sont réunis pour que le grand public se laisse envoûter, on va dire, par cette classe d'actifs. Les cryptoactifs, pour ne pas réduire cela à Bitcoin, ont connu une explosion soudaine, liée, nous le verrons plus tard, à la cyclicité du Bitcoin, régie par les halvings. Et une capitalisation aussi très faible qui permet, avec très peu de fonds injectés dans Bitcoin, des variations énormes. Donc ici, je vous ai mis le market cap de Bitcoin depuis que c'est sorti. Et on voit clairement que ça gagne en capitalisation. Bon, aujourd'hui, c'est presque divisé par 2 par rapport au all-time high du Bitcoin. Et c'est cette capitalisation très faible qui va avoir finalement une conséquence importante sur les cours en bourse. Forcément, quand quelque chose ne vaut pas grand-chose, si vous arrivez avec un gros billet, vous propulsez le cours de façon brutale et très élevée. Même chose, si vous vendez un gros montant sur une classe d'actifs qui est peu capitalisée, comme là par exemple on est passé de 2000 milliards à 1000 milliards, bon, ça fait un trou dans la raquette, le cours en bourse s'effondre. Voilà. Donc, à cause de tout ça, les particuliers qui avaient acheté du Bitcoin pour presque rien, ce sont, à cause plutôt grâce à cette faible capitalisation, la volatilité élevée, tout ce qui était halving, etc. Ça a permis aux particuliers qui avaient acheté du Bitcoin, parfois très très tôt, pour presque rien, de se retrouver avec de vraies fortunes. Donc des brokers comme Binance, pour prendre le plus connu, ont poussé ce narratif. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant le fait que des particuliers sans connaissance, sans gros moyens, pouvaient devenir très riches en quelques années seulement. Donc c'est un narratif qui a été renforcé par la présence d'influx voleurs. Influenceurs, influx voleurs, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'ils sont payés par ces mêmes brokers pour tenir des discours élogieux sur les cryptos. Parce que la réalité, c'est que très peu gagnent de l'argent. Et encore moins en gagnent beaucoup. On parle de particuliers, mais les professionnels, c'est aussi le cas. Voilà. Si vous regardez l'entreprise MSTR de Michael Saylor, leur prix sur Bitcoin est à 76 000 $ actuellement. Donc ils sont dans une belle période de drawdown, en sachant qu'ils ont des coûts, ils ont des locaux à payer, des employés à payer, etc. Donc ils sont en train de creuser leur tombe, mais on a déjà fait une vidéo dessus, je vais pas m'étaler sur ça. Donc ajouter à tout ce phénomène de brokers, d'influx voleurs, etc., une pandémie mondiale, où bien sûr l'un des rares endroits à avoir resté ouvert était le marché des crypto-monnaies, avec au même moment une explosion de Bitcoin de 134% entre janvier 2021 et avril 2020, et vous obtenez le combo gagnant, c'est-à-dire qu'à ce moment, le sentiment que l'actif allait monter jusqu'au ciel était très fort. Et le nombre d'investisseurs en crypto-monnaie devenait de plus en plus conséquent. Voilà. Donc maintenant que vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire celle d'un actif poussé par un simple narratif, on peut poursuivre. Parce que c'est ça la réalité, c'est que c'est simplement poussé par un simple narratif. On le verra plus tard, on va parler un petit peu d'or numérique, de tout ça, mais tout part d'un narratif. C'est tout. Donc, on va mettre tout de suite fin aux théories farfelues, telles que Bitcoin à 1 million, Bitcoin l'or numérique, Bitcoin valeur refuge et toutes les autres âneries qu'on peut entendre. Alors, tout d'abord, on va parler de Bitcoin à 1 million. Et je vais vous montrer pourquoi c'est faux. Lorsqu'on étudie les cycles crypto, qui sont d'ailleurs régis par ces halvings, un phénomène sur lequel on reviendra plus tard, il y a quelque chose qui interpelle. Plus on fait d'halving, plus le cycle se répète, moins Bitcoin et les altcoins performent.
On a déjà réalisé toute une analyse dessus, donc je vais y revenir brièvement, vous épargnant tous les calculs. Toute l'analyse est seulement en se concentrant sur les faits. Donc, premier bull run, donc 2009-2011 à peu près, Bitcoin c'est plus de 5 millions de pourcents. Deuxième, on parle de 70 000%, puis 12 000%, puis 2200%, et le cinquième, on parle de 725%. Et là, je parle du point le plus bas au point le plus haut. Ok ? Donc, pour ces pourcentages, j'ai mesuré l'évolution effectivement de Bitcoin depuis le point le plus bas du bear market au point le plus haut du bull run, et ce pour tous les cycles. Rien ne vous choque ? Ok, on va continuer et on va voir après si rien vous choque toujours, s'il y a toujours rien qui vous choque. Donc, on va maintenant mesurer l'évolution entre les ATH, donc entre les all-time high. Donc, du premier au deuxième, on est sur 3800%. Du deuxième au troisième, 1500%, du troisième au quatrième, 269%, et du quatrième au cinquième, 82%. Donc je pense que vous avez saisi l'idée. Là, on ne parle pas d'émotion, de pronostics, de fantaisie, mais on en reste aux faits. Des faits chiffrés, vérifiables et quantifiables. Vous l'avez vu, avec le temps, le Bitcoin réalise de moins en moins de performances. La volatilité, soit la variation des prix sur un actif donné, qu'elle soit positive ou négative, est ici drastiquement réduite. On constate qu'avec le temps, les périodes de bear market sont aussi moins brutales. Alors, pourquoi est-ce que Bitcoin se comporte comme ça ? Parce qu'il y a tout simplement de plus en plus d'intervenants, d'investisseurs si vous préférez, et qui est donc de plus en plus capitalisé. Un petit parallèle avec ce dont on parlait juste avant. En début 2010, la capitalisation de Bitcoin était proche de 20 000 $. Mais il a atteint lors de son pic une capitalisation de 1,5 million de $. Je parle de 2010. Ce qui est extrêmement faible. Voilà, 1,5 million de $ comme capitalisation sur Bitcoin, c'est que dalle. Donc il y avait très peu d'intervenants et donc de contrepartie. La contrepartie, c'est les acheteurs et les vendeurs. Donc il y avait beaucoup d'acheteurs pour très peu de vendeurs. Ou alors très peu d'acheteurs pour beaucoup de vendeurs. Voilà. C'est ce qu'on appelle la contrepartie. Donc un achat massif à cette période-là de quelques millions de dollars seulement aurait suffi à faire littéralement exploser la valeur de Bitcoin. A l'inverse, une vente de quelques millions aurait pu décimer Bitcoin, et tout cela est rendu possible grâce à ce qu'on appelle l'order book, le carnet d'ordre. C'est l'élément central de tout actif. C'est un élément sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. En bref, Bitcoin est extrêmement volatile dû à sa faible capitalisation. Donc on a des mouvements haussiers très brutaux et des mouvements baissiers très brutaux. En revanche, fin 2025, lors de l'ATH, la capitalisation était d'environ 2200 milliards de dollars. Donc il faudrait beaucoup plus d'ordre, des montants colossaux, pour faire bouger l'actif. La volatilité est moindre et donc Bitcoin s'apprécie et se déprécie moins. Vous comprenez alors le souci, plus Bitcoin sera adopté, utilisé et donc capitalisé, moins les mouvements seront forts. Alors, je vous laisserai calculer les coefficients vous permettant d'estimer quand Bitcoin atteindra 1 million de dollars et vous verrez que c'est mathématiquement impossible. La limite sera atteinte bien avant les 1 million. Dans le meilleur des cas, on pourrait mathématiquement tendre vers 300 000 dollars. Mais c'est le côté mathématique. On l'a déjà vu, les marchés sont surtout irrationnels. Donc, faut prendre aussi ça en compte. Et dans tout ça, on ne prend pas en compte effectivement le fait que la valeur de la capitalisation de marché devra être énorme pour avoir un Bitcoin à 1 million. La taille du marché sera forcément énorme. Énorme à quel point ? On parle d'une capitalisation aussi grosse que le marché obligataire américain. Donc près de 30 000 milliards de dollars. Et pourtant, c'est un marché qui est jugé comme le plus sûr au monde et dans lequel tous les États et entreprises investissent massivement. Voilà. Donc là, on ne parle plus du petit actif, entre guillemets, 2200 milliards, etc. C'est encore mignon, il n'y a pas de souci. On parle vraiment d'un géant, d'un actif, un seul actif, qui est vraiment en concurrence avec le marché obligataire. C'est juste aberrant. C'est juste aberrant de penser ça. C'est énorme. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est énorme.
On va revenir après de si c'est possible ou pas. Puisqu'on a vu que c'est quand même irrationnel. Donc, ce qui va déterminer le futur de Bitcoin, c'est surtout le rapport donc entre l'offre, ok, qui nous le savons est limitée, et la demande qui est a priori croissante. Donc, parier sur un Bitcoin à 1 million de dollars, d'un point de vue offre et demande, c'est passer à côté de l'essentiel. Les particuliers qui investissent sur cette classe d'actifs pour la forte rémunération potentielle se désintéresseront progressivement à mesure que Bitcoin générera de moins en moins de performance. On l'a vu, vous avez compris pourquoi, je pense, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais vous voyez le lien avec la volatilité, vous voyez le lien avec la taille du marché, donc la capitalisation, etc. Donc la demande va stagner, d'autant plus que les inégalités se creuseront. La demande est en réalité limitée. Limitée par l'accès à Internet, l'accès aux capitaux, limitée par l'accès à la connaissance. Donc d'ici la fin de la décennie, le nombre d'utilisateurs devrait augmenter, selon les études, à près de 1 million. 1 million d'utilisateurs contre 720 000 actuellement. Donc la courbe d'adoption des cryptos a en réalité déjà connu le plus gros de sa performance. De plus, lorsque Bitcoin sera peu rémunérateur, on l'a vu, il sera de plus en plus capitalisé, donc de moins en moins volatile, donc c'est-à-dire des variations haussières et baissières moins fortes, donc il sera forcément moins rémunérateur, il entrera en compétition avec d'autres classes d'actifs. Et on se rappelle, les gens qui investissent généralement... je crois que j'ai oublié de vous... Ouais, j'ai oublié de vous passer les slides, autant pour moi. J'étais apeuré parce que je disais... Donc je vous remets les slides un petit peu. Voilà, adoption, la croissance est déjà largement faite. Voilà, concurrence avec les autres actifs. Pourquoi ? Parce que les gens qui investissent de base sur les crypto-monnaies, ils sont là pour du rendement. Avoir beaucoup de rendement, avoir le narratif qu'on leur a vendu au début, si vous voulez. Beaucoup d'argent, vite, avec peu de connaissances, peu de capital, voilà. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais vu que Bitcoin sera moins volatile, moins rémunérateur, on va dire, il entre en compétition avec toutes les autres classes d'actifs. Alors la question maintenant pour les particuliers, ou même l'entreprise, sera pourquoi détenir du Bitcoin qui croît lentement, qu'on peut investir, à titre d'exemple, sur des actions technologiques comme Nvidia, qui a généré un retour sur investissement qui a simplement écrasé Bitcoin ces dernières années. Cet exemple sera loin d'être une exception lorsque Bitcoin sera plus fortement capitalisé. L'investisseur se retrouve devant un dilemme qu'il n'avait pas il y a 5-10 ans de ça, à savoir le choix d'une multitude de possibilités. Il a une multitude de possibilités pour investir sur des actifs qui vont être beaucoup plus rémunérateurs que Bitcoin. Donc l'offre limitée ne fait pas tout. C'est un discours extrêmement simpliste. Ajoutez à cela le besoin de mineurs de Bitcoin pour que l'actif puisse fonctionner correctement et vous comprenez que la situation ne va pas aller en s'améliorant. En effet, on a déjà fait une vidéo dessus, mais on va faire un petit récapitulatif pour vous. Donc, les mineurs de Bitcoin sont de moins en moins rémunérés à cause des halvings. La compétition, elle, est de plus en plus rude pour gagner leur faible récompense en Bitcoin. C'est une récompense qui se divise par 2 à chaque halving. Donc le matériel, lui, va être de plus en plus cher et de plus en plus sophistiqué. On va obtenir une rémunération faible, des coûts exorbitants et un Bitcoin qui s'apprécie peu par rapport à ses débuts. Donc si vous regardez attentivement, la plupart des gros mineurs se dirigent progressivement vers le cloud computing et les infrastructures HPC en quête de meilleurs rendements, voire même simplement d'une rentabilité. Donc le secteur de minage de Bitcoin est actuellement et deviendra encore plus déficitaire. Tout cela fait de Bitcoin un actif extrêmement cyclique, spéculatif et structurellement qui tend à offrir de moins en moins de rendement. Bitcoin n'est pas l'or numérique, ni un actif décentralisé, fait sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, mais un actif fragile qui ne repose sur aucun fondamental. C'est ni plus ni moins que de la pure spéculation. Donc, si vous pensez qu'il vous suffit de posséder moins de Bitcoin et plus d'altcoin, donc de diversifier vos investissements pour engranger de gros gains sur le long terme, là encore, vous faites une erreur. Parce que Bitcoin
est un pilier. Voyez-y un arbre portant des fruits, les altcoins. Donc, qu'est-ce qui va se passer si l'arbre est pourri, l'arbre est malade? Eh bien, les fruits, les altcoins, le seront tout autant, si ce n'est plus. En effet, dans cette classe d'actifs, les cryptoactifs, la diversification n'existe pas. J'aurais pu vous montrer un graphique, j'ai oublié de le faire. Mais le coefficient de corrélation, donc ça vous permet de mesurer à quel point un actif va être corrélé, va évoluer en symbiose, on va dire, avec notre actif, donc entre Bitcoin et les altcoins, est de plus de 80%. Autrement dit, si Bitcoin monte, vos altcoins montent, et vice-versa. Vous n'êtes pas plus protégé ou diversifié en achetant des altcoins, mais plus exposé avec davantage de volatilité. Parce que ces altcoins sont bien moins capitalisés et offrent donc plus de volatilité, positive, mais aussi négative. Donc si Bitcoin chute de moins 70%, les alts les plus solides feront sûrement moins 90%. Les moins capitalisés, les plus faibles, celles encore plus drivées par le FOMO des particuliers, cesseront carrément d'exister à cause d'un délistage, soit une perte nette de capital pour l'investisseur. Alors, quelle bonne allocation il faut avoir en crypto-monnaie? Eh bien, je dirais que ça dépend de votre profil d'investisseur. Mais pour vous donner quelques chiffres, je dirais que 2 à 5% du capital pour un investisseur dit prudent, sûr et raisonnable, 5 à 10 pour un équilibré, et 15 à 20 maximum, vraiment grand maximum, pour l'investisseur dynamique. Donc comme nous l'avons vu, Bitcoin sera amené à réduire sa performance au fil des ans. C'est pourquoi essayer un DCA dessus ne vous ramènera pas grand-chose. Vous lisserez constamment votre prix et le gain réel, lui, sera médiocre. C'est l'un des rares actifs où chercher à entrer en 1 à 3 fois, on va dire, peut être pertinent. Car si notre analyse est juste, et a toutes les raisons de l'être, Bitcoin devrait retracer vers les 40 000 $, ce qui permettrait, à terme, avec un Bitcoin qui tend vers les 300 000, on l'a vu, de réaliser x 7,5 sur le capital investi. Bon, on en reparlera dans les prochains webinars et on vous partagera nos avancées dans l'analyse Bitcoin et crypto-monnaie. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer les updates futurs et les prochains webinars qui traiteront de tout ce que vous devez savoir sur l'investissement. Vous pouvez aussi rejoindre notre école, un endroit où on apprend à investir intelligemment grâce à nos cours, tutos, quiz, appels téléphoniques, fichiers Excel pour vous aider dans vos investissements et beaucoup d'autres choses. Donc si vous voulez construire un portefeuille réellement performant, construire une richesse générationnelle ou atteindre cette fameuse liberté financière, c'est là-bas que ça se passe. Moi je vous dis à bientôt.